Et voilà, ils sont là. Salut les copains. Salut tout le monde. Ah, merci d'avoir accepté mon invitation. Ah ben, Vraiment, avec grand plaisir. c'est un cadeau. Bon, on va rentrer dans le vif. Comment vous allez d'abord, avant tout? Bien, bien. En fait, c'est pas tout à fait chez moi là, hein. C'est un décor bien foutu, hein. Je me découvre là. Ouais, c'est bien. C'est une belle C'est un maison. fond d'écran, putain, mais c'est trop Ouais, bien. c'est ça, c'est ça. Tu t'es mis Il y au a le piano. piano? Il y a le piano de Stéphane qui est là. Ah ouais. Voilà. On parlera tout à l'heure de votre collaboration musicale. Je pense que ça va être un événement, ça aussi. Ouais. Donc voilà, mais si vous voulez bien, on peut attaquer sur la réponse à Zemmour. Ah ouais, ce livre là, c'est pas Hein, terrible. ce petit bouquin là qu'on trouve partout sur Amazon. Hein. Bon, alors moi j'ai pris plein de notes, enfin quelques notes, donc ben voilà, je pense que c'est l'époque pour en parler quoi. Si vous voulez bien, je peux commencer par un bout de la préface de Stéphane qui disait lorsque je disais il y a plus de 10 ans que les Français seraient bientôt traités chez eux comme les Palestiniens sur leur propre terre, certains me jugeaient pour le moins excessif. Tout le monde est désormais d'accord pour constater que c'était bel et bien vrai. C'est un peu tard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Messieurs, vous avez la parole. Ouais, bah, je pense que c'était bien résumé. On est dans un monde de fous et je crois que la candidature de Zemmour a ouvert réellement une porte et j'espère qu'on va pouvoir profiter de cette ouverture de porte pour parler, parce que là, bah, Stéphane en est l'illustration. Il est obligé de partir, lui, en Turquie, mais il n'est pas le seul, en fait. Moi, je m'en vais dans très peu de temps, là. Je serai entre la Turquie et le Cameroun. Je pense qu'en France, aujourd'hui, c'est impossible de s'exprimer librement. C'est impossible de vivre en liberté, quoi. C'est terrible parce que c'est le pays des libertés et que je crois que bah, Zemmour, quelque part, ouvre cette porte. On arrive au bout de quelque chose, quoi. C'est un cycle qui se termine. Et bon, bah, moi, je lui ai répondu simplement parce que déjà, il voulait pas me parler et que il me fait l'honneur d'un chapitre entier dans son dernier ouvrage et que j'ai toujours ce sentiment d'un peu paternaliste de gens qui parlent et qui pensent à ta place, un peu comme dans tous mes procès où on traduit mes sketchs, on dit quand il a dit j'ai chaud à la tête devant le barbecue, il veut dire ça, il veut dire ça, et on pense et donc bah voilà, j'avais envie simplement de lui dire ce que moi je pensais à Zemmour. Et, il y a tout un tas de points sur lesquels on est d'accord, mais je pense qu'il parle dans une posture qui est dos aux portes du temple, comme ça, il parle à la foule, puis derrière, il y a réellement le pouvoir qui est derrière, et par contre, là, il n'en parle pas. Il parle pas de qui se trouve derrière lui, quoi. Et donc, ben moi, j'en parle. Il a ouvert la porte, tant pis pour lui. Il n'a pas tort de dire qu'il y a des problèmes, effectivement, en France. Il reprend mot pour mot le discours de Jean-Marie Le Pen. C'est drôle, quoi. C'est amusant. C'est alors et Ouais. évidemment, vas-y, Stéphane. Non, non, je t'en prie, c'est exactement ça. À la différence que Jean-Marie Le Pen, à l'époque, ce qui lui a coûté cher, nommait l'ennemi. C'est-à-dire, Jean-Marie Le Pen était contre l'immigration exagérée, mais il rendait pas les musulmans responsables de l'immigration, parce qu'en fait, les gens qui ont promu cette immigration volontairement incontrôlée pour peser à la baisse sur les salaires des Français, ils n'étaient pas musulmans, ils s'appelaient pas Tarek, voilà, ils s'appelaient plutôt Moïse, ou voilà, enfin bref, les gens qui ont fait cette politique depuis 40 ans vraiment d'une immigration totalement incontrôlée, c'était simplement pour avoir plus d'esclaves à bas prix, c'est très clair. Et si Qui Zemmour était honnête, bah, il montrerait les vraies responsabilités. Et là, au moins, on pourrait l'écouter. Mais c'est pas sérieux, il le sait très bien, il est trop intelligent pour ne pas le savoir. Donc lui, il se sert des muscles comme d'un bouc émissaire sans jamais expliquer qui a été à l'origine de cette politique catastrophique. Et c'est bien pour ça que c'est un faiseur et qu'il faut pas l'écouter. Voilà. et puis c'est le véritable tabou. Moi, j'ai pu le voir au travers de mon travail d'humoriste. On peut rire de tout. Non, on s'arrête aux portes du temple de la Shoah et à partir du moment où on aborde la question d'un lobby, un lobby juif, par exemple en France, alors là, tout de suite, on est parti dans comme s'il n'y avait pas de lobby juif, comme s'il n'y avait pas de lobby. Il y a des lobbies partout, mais là, il y a le seul lobby qui n'existe pas, c'est le lobby juif. C'est ridicule. On, c'est évident qu'il y a aujourd'hui un groupe. Il ne faut pas faire d'amalgame parce qu'effectivement, ce ne sont pas les juifs
Ce lobby ne représente pas les Juifs. Donc, en général, on est condamné parce qu'on fait des amalgames. Moi, j'ai jamais fait d'amalgame, j'en ai jamais fait, je suis parfaitement conscient. J'ai commencé à travailler avec Elie, on était un juif, un noir, on faisait des sketchs, des blagues et tout ça. Je sais très bien que on peut pas dire les juifs, comme on peut pas dire les noirs d'ailleurs, ou les blancs. Mais par contre, il y a un groupe de juifs qui tiennent, effectivement, on le voit avec Drahi, qui tient une bonne partie des médias. Mais en fait, c'est un secret de polichinelle, mais on est quelques-uns à avoir osé le dire, c'est tout. Et qui ben, on sait très bien. En plus de ça, ils sont propriétaires. Mais effectivement, alors on vous renvoie toujours à cette image des années 30 ou je ne sais quoi. Là, on est en 2022. J'ai rien à voir, moi, avec les années 30. J'apprécie d'ailleurs certains auteurs, hein, de Céline, que j'aime beaucoup. Bon, il avait son style et je pense qu'il a dénoncé aussi un contexte qui ressemble énormément à celui dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et maintenant, voilà, parler comme on est en train de le faire, c'est interdit. Et des proches Coluche, ils seraient où là? Ils seraient comme vous? Ils seraient blacklistés de partout? Bah, des proches avec les sketchs qu'il faisait quand il parlait d'Anne Sinclair. Aujourd'hui, bon courage. Ouais, et puis aujourd'hui, bon ben voilà, on a encore des moyens de communication. Moi, c'était nouveau, quoi. Ils les avaient pas, faut être honnête. Hein. Ouais. C'était encore plus périlleux parce que là, bon. On peut rendre hommage à Crowdbunker, hein. C'est des Français. Je ne sais pas pourquoi ils se sont appelés Crowdbunker, mais on fait cette vidéo uniquement chez eux là, parce que sur YouTube, ça serait censuré tout de suite. Donc voilà, il faut les aider, hein. Crowdbunker, il faut les aider. Ils fonctionnent au don, ils font un boulot de dingue, ils nous permettent de parler en toute liberté. Ouais, donc, ça, merci à eux. Ouais. C'est dire des. En fait, c'est pas très compliqué. Il faut prendre un peu son courage à deux mains et dire la vérité. Je crois qu'on dit la vérité. Peut-être qu'on se trompe et on a le droit de se tromper même en disant les choses. Mais moi, au travers de mon parcours, je suis sûr qu'il existe un groupe de gens qui organisent la censure et ils s'en cachent pas. Et ce sont des associations juives systématiquement, mais qui ne représentent pas les juifs, on est d'accord, mais ils représentent surtout les intérêts d'un petit groupe, et notamment d'Israël. Ce sont tous des pro-sionistes. Et quand Stéphane dit « nous sommes des Palestiniens », bien sûr, nous sommes exactement, et vous verrez, et les choses vont aller de mal en pis, parce que personne n'ose parler. Est-ce que vous avez une définition, c'est un peu bateau, mais rapide du sionisme? Parce que souvent, on me pose la question, c'est quoi le sionisme? Bah, le sionisme, bon, pour moi, bon, déjà, c'est clairement un projet politique hégémonique, puisque Israël est né du sionisme. C'est le projet réalisé du sionisme. Mais au travers de tout ça, c'est un esprit, c'est un état d'esprit. Moi, je le vois, les associations, en fait, tous ceux qui défendent la politique d'Israël de colonisation, ben, ce sont des sionistes. Voilà. Mais c'est un esprit, le sionisme. C'est le racisme poussé à son extrême. C'est-à-dire, c'est l'apartheid en Afrique du Sud. C'est exactement l'idée d'une domination mondiale d'un groupe d'individus. Ouais, ça, c'est pas un mythe. Et c'est vrai que si vous êtes trois à en parler, avec Soral, avec quelques autres, ça suffira pas. Moi, je sais que j'ai eu le bonheur ou le malheur d'en causer. J'ai été répertorié dans Balance ton antisémite, des menaces de mort à 9 h du matin au téléphone. Ça fait bizarre, quoi. Donc, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Je suis d'accord avec vous. Mais on n'est pas... je veux dire, l'antisémitisme, le chantage à l'antisémitisme, c'est la première gifle pour celui qui essaye de se libérer, quoi. C'est-à-dire que tu arrives et tu donnes ton point de vue. Non, tu dois te soumettre. Et le chantage à l'antisémitisme, c'est vraiment la chose la plus terrible qui te soit arrivée dans la vie. Moi, je suis noir et quelqu'un qui n'aime pas les noirs, n'aime pas la culture noire, c'est pas un problème pour moi. Je n'attends pas ce qu'on m'aime. Et je vois pas pourquoi ne pas aimer, par exemple. Je vois pas pourquoi on a fait une différence entre l'antisémitisme et le racisme. Déjà, je comprends pas. Ah si, c'est obligé parce que sinon, tout leur mensonge s'écroule, en fait. Et tous les gens qui sont prisonniers de la matrix dans laquelle on est,
bah, ils en sortiraient instantanément parce qu'ils se rendraient compte que tout est faux. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière et que même si ce serait leur intérêt, des fois on se dit mais là quand même, on en a peut-être fait un peu trop. Non, non, pas du tout. Ils sont obligés de continuer dans la menace, de terroriser les gens, etc. Parce que sinon, tout leur système mensonger s'écroule. Il suffit d'écouter Finkielkraut, par exemple. Bon, Zemmour, d'ailleurs, est beaucoup moins gaffeur. C'est ça qui est dangereux. C'est que, en général, les gens qui sont choisis par cette communauté pour parler du sionisme, de la France, des racistes, des antisémites, c'est toujours des gens qui, au bout de 2 phrases, font tellement de gaffes, se mélangent tellement les pieds dans le tapis de leur talmudisme, enfin que même le goy qui comprend rien se dit il y a quand même un truc qui va pas. Or, effectivement, Zemmour est plus dangereux parce que lui est très habile, il est très adroit. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il est si populaire. Mais j'arrive pas à comprendre que les Français ne comprennent pas que s'il était ce qu'il prétend être, il ne se contenterait pas de dénoncer l'immigration ou certaines banlieues ou les musulmans ou je ne sais quoi. Il parlerait des causes et il ne le fait évidemment jamais puisqu'il est là pour les faire oublier et il est là surtout pour créer une guerre civile. C'est ça que je dis aux gens qui me disent ouais mais vous êtes contre Zemmour, mais qu'est-ce qu'on a de mieux, vous préférez Macron? Non, on ne préfère pas Macron, on s'en branle, mais de toute façon ce sont les deux faces d'une même pièce. C'est exactement la même chose. Voilà. Et de toute manière, si Zemmour était patriote, un patriote ne cherche pas la guerre civile. Il peut chercher à la limite une révolution, mais certainement pas la guerre civile. Or, tout ce qui sort de la bouche de Zemmour tend à la guerre civile. Voilà, tend à monter les chrétiens contre les musulmans. Il est mandaté pour ça, et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais est-ce que les paroles, enfin, est-ce que l'état d'esprit, je suis le peuple élu, est-ce que ça, c'est pas le début du racisme, en fait? Ah bah oui. Ouais, je sais pas, si on retrouvait la raison, enfin, faut retrouver la raison, quoi. Non, Et ceux qui ne croient pas en ce Dieu-là, c'est quoi alors? C'est des merdes? Non, bah enfin, oui, c'est ce qui est écrit dans le Talmud. Hein. C'est très exactement ce qui est écrit dans le Talmud. D'ailleurs, c'est à un tel point que même dans le Talmud, j'allais dire un semi-juif, un type dont le côté paternel serait juif et la mère non juive, c'est aussi un chien. Hein. Je veux dire, c'est quand même des malades. Bon, donc, je veux dire, le racisme, c'est ça, c'est effectivement le racisme. Et comme ces gens pratiquent en permanence le système du miroir kabbalistique, ils traitent de racistes tous les gens qui s'aperçoivent que les racistes, ce sont eux. C'est toujours ça. Et le sionisme, c'est quoi? Le sionisme, c'est un plan mondial de vol de terre. Voilà, qui d'ailleurs devait se faire en Turquie. Avant, ça, les Turcs le savent, hein, à l'époque de l'Empire ottoman, puisque Théodore Herzl, qui est le créateur du sionisme politique, hein, qui a été modifié après, évidemment, avec des rapports orthodoxes, enfin, il y a tout maintenant. Mais c'était quand même ça. Il est allé voir le sultan, il lui a dit, écoute, tu me donnes 3/4 des terres de ton pays pour les juifs, hein, sinon... le sultan lui a dit, tu as 2 minutes pour quitter la pièce avant que je te coupe la tête. Bon. Mais l'Empire ottoman a chuté peu après. Voilà. Et puis, il était question que ça se fasse en Russie aussi. Finalement, ça s'est fait en Palestine. Mais je veux dire, ça aurait été ailleurs, ça aurait été pareil. C'est un plan de vol de terre, c'est un plan de virus cancéreux qu'on met dans un corps qui se porte encore sainement pour le rendre malade et pour en prendre le contrôle. Ça rappelle d'ailleurs des choses avec les vaccins, d'ailleurs. Giodo nous dit dans son bouquin que la posture victimaire, le bouclier choatique, ça fonctionne plus. Du coup, ils nous mettent Zemmour là au milieu pour accentuer, en fait. Voilà. Comment vous imaginez tous les deux la France sous Zemmour? Ah, vas-y, Diodo. Déjà, ça sera sans moi, ça c'est sûr. Je pense que moi, je fais partie de ceux qui disent allons-y directement, allons droit au but. Moi, je pense que la France est occupée par ce lobby sioniste à tous les niveaux et que là, on arrive à l'apogée, quoi. C'est-à-dire l'avènement d'Éric Zemmour. Et au moins, ça a le mérite d'être clair. Ah oui. Et là, je suis, et j'en parle dans le livre, mais moi, je suis dans la posture de quand je vois un Jean-Marie Le Pen, on va dire qui était le résistant à ce nouvel ordre mondial, qui donne son drapeau à Éric Zemmour. Bon, là, je dis, c'est bon, c'est le moment c'est terminé. Là, je me vois plus en temps dès que j'ai besoin d'un Philippe Pétain pour me dire, voilà, c'est le cœur serré que je vous dis que voilà, la France est occupée, nous n'avons plus aucun des leviers de commande de ce pays. Et puis maintenant, il faut, alors, pour certains collaborer et puis pour d'autres partir. Voilà.
Moi, je pense que Zemmour président. Alors, je pense que c'est pour ça que j'en parle dans ce livre, et je sais que c'est un petit peu clivant, c'est-à-dire reconnaître la défaite. Je pense que Zemmour président, ce sera la défaite. Il faudra reconnaître là la défaite, quoi. Puisqu'il y aura plus d'alibi, quoi. Il est directement, c'est un petit gars de chez nous qui est directement à l'Élysée. Donc bon, Zemmour président, c'est le Likoud en France, les forces d'occupation du Likoud. C'est la finalisation de la palestinisation des Français. Voilà. On arrive et puis en tant que noir, là on est dans une logique racialiste parce que moi, tout mon entourage, on en parle souvent d'ailleurs avec Stéphane, mais c'est les racialistes, c'est voilà, c'est le clan Zemmour. C'est-à-dire qu'il nous explique les prénoms, les couleurs de peau. Il dit dans les prisons, c'est des Noirs et des Arabes, ce qui n'est pas faux. Il n'est pas faux, mais il ne dira jamais qui devrait être en prison, vraiment. C'est-à-dire, et là, il y aura aussi beaucoup de gens de sa communauté. Quand on voit ce qui se passe dans les plus gros dossiers, tous les niveaux, on sait très bien que voilà, le petit dealer qui vend un peu de shit ou de coke, etc., va se retrouver en tôle, mais le système n'est pas tenu par un Tarek ou un Mohamed, et le système se porte très bien de trafic de drogue, n'est-ce pas, par exemple. Il finance même les campagnes de nos hommes politiques, donc c'est toujours pareil, et c'est ce que malheureusement, ils ont raison, c'est terrible de le dire, mais ce que certains rabbins qui font des vidéos sur Internet, là, je vois ça, disent, c'est que les musulmans français, une partie d'entre eux, enfin eux, ils disent pas une partie, sont devenus le torche-cul des juifs. Ils parlent comme ça, hein, c'est une vraie vidéo, si vous voulez, je vous trouverai l'extrait. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, on s'est servi d'eux, on les a fait venir parce qu'on avait besoin pour faire baisser les salaires des Français, ça a été reconnu même par Pompidou, ça. Puis maintenant qu'on en a plus besoin, comme les gens sont déjà bien excités avec tout ce qui se passe, on s'en sert comme bouc émissaire et on attend. Ça, c'est aussi maçonnique. C'est le 14e degré, le mot de passe du 14e degré du rite écossais ancien et accepté, la franc-maçonnerie, Phaleg, qui signifie division et confusion. Ça se passe en 2 temps. Il y a déjà ça, ce qui se passe en ce moment avec Zemmour. On cherche la guerre civile. Et puis ensuite, la finalisation de l'ordo ab chaos, c'est-à-dire après ce chaos, le nouvel ordre mondial, tel qu'ils le veulent. Et tout ça, c'est pas des choses qui s'improvisent, c'est vraiment le schéma, ils appellent ça le schéma de forage. C'est pour ça que c'est pas très difficile de décrypter où ça va aller, parce que il ne bouge jamais d'un iota. Donc on en est là, effectivement, la victoire de Zemmour, ça signifierait, effectivement, il faut partir, à la limite se battre de l'extérieur, mais Zemmour, une fois installé, là c'est terminé, quoi. Je voudrais votre avis. J'ai trouvé Stéphane l'autre jour, je ne sais plus sur quelle vidéo c'était, ça m'a vraiment interpellé. Je te remercie d'ailleurs. Sur les banlieues, en fait, tu disais que peut-être que les banlieues allaient se retourner contre ce pouvoir qui, en fait, depuis des années, hein, ouais, j'avais vachement sympathisé avec un général de l'armée française qui doit être mort aujourd'hui. On discutait beaucoup sur une radio qui s'appelait Ici et Maintenant. Il me disait, mon petit, c'était à l'époque de Jack Lang, là, hein. Il me disait, tu vois, là, ils sont en train de fabriquer des banlieues comme les États-Unis. Et ils poussent ça avec des Joe Star et tout. On sait ce qu'il est devenu, Joe Star. Et en fait, il disait, tu verras, quand ils auront besoin des banlieues, ils s'en serviront pour créer le chaos. Mais mon Dieu, comme ça résonne dans ma tête. Et quand je t'ai entendu sur cette vidéo dire, et peut-être que si les banlieues se retournent à ce moment-là, quand ça va devenir chaud contre l'État, peut-être que voilà, leur outil se retournera contre eux. Donc j'aimerais votre avis là-dessus, les banlieues. C'est le seul espoir qui nous reste, c'est ce que j'ai dit effectivement dans une émission il y a quelques jours, c'est qu'il y a quand même suffisamment, je pense, de jeunes de banlieue et de musulmans qui sont loin d'être tous des racailles et qui se font insulter, pisser dessus du matin au soir par cette bande d'enfoirés. Il y a beaucoup de Turcs aussi, de Miligoluche ou autres, qui ont un casier judiciaire vierge, qui travaillent, qui emmerdent personne et qui se font insulter par Zemmour et sa bande de rapaces toute la journée. Je me dis que le jour où ça pète vraiment dans les banlieues, je ne suis pas certain que les abrutis du CRIF seront suffisamment forts pour empêcher toute cette force vive de jeunesse des banlieues de se retourner contre eux. Est-ce que des abrutis ont brûlé des églises? Moi, je crois pas, je suis pas sûr, hein, à part le Mossad. Mais moi, je pense pas du tout, parce que dans le Coran, Marie est une sainte et Jésus est un prophète. Hein. Dans le Talmud, Jésus est un fils de putain qui doit bouillir dans une marmite d'excréments. Je le rappelle quand même, hein, c'est textuel. Hein, bon. Donc, les musulmans qui soient
croyants ou pas, enfin ceux qu'on appelle les musulmans, voilà, des banlieues. Moi, je ne suis pas du tout persuadé que leur but, c'est d'aller d'aller buter du chrétien ou foutre le feu dans les églises. Pas du tout. Donc, effectivement, c'est pour ça, moi, je pense que le plan qui consistait à mettre le feu aux banlieues pour avoir ce chaos, ça date pas d'hier. Ils avaient voulu faire ça il y a quelques années et en fait, ils avaient reculé parce qu'ils s'étaient dit, mais si on fait ça, on n'est pas du tout sûr que ça va pas nous péter à la figure. Donc, effectivement, il y a toujours un risque. Ce que fait Zemmour est très dangereux. Ça sera ou sa victoire finale, parce que là, l'armée, voilà, on aura vraiment le Likoud. Soit alors, je pense que si les banlieues se réveillent, ça n'ira sans doute pas dans le sens où nos ennemis le souhaiteraient. Mais bon, ça, encore une fois, j'essaie de me faire plaisir aussi en trouvant un truc positif, parce qu'en dehors de ça, je suis absolument d'accord avec Dieudo. Pour moi, c'est une défaite. Mais je pense que si les banlieues se réveillent, il y en a qui auront pas 5 minutes pour partir et ça ne sera pas les chrétiens. Il y a peut-être donc un boulot à faire là-dessus et je pense que Dieudo a fait un sacré boulot en parlant justement au cœur de ces jeunes. Ouais, moi je pense que, comme beaucoup, je les comprends. En fait, l'histoire de l'immigration, Le Pen l'avait très bien dit, il était, aujourd'hui, Zemmour ne fait que répéter. C'est facile d'arriver et de commenter après le match. Et lui, et c'est vrai que aujourd'hui, il faut recréer. Moi, pour ça, je parle souvent de rémigration. C'est qu'il faut, il faut une volonté politique pour aider ces jeunes qui sont dans une situation insupportable. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a déjà pas d'avenir pour les Français de souche. Donc, imaginez bien que pour un mec qui est dans une banlieue, c'est l'enfer. Il n'y a pas. Alors, il va faire comme on va dire les réussites de façade dans le rap, dans le foot. Mais tout ça, c'est des réussites individuelles. Je pense qu'une grande partie de ces jeunes pensent à revenir, à revenir sur la terre de leurs ancêtres, quoi. Et donc, il faudrait un ministère de la rémigration qui favorise ces retours et qui permette à ces jeunes qui sont pleins de compétences par rapport aux gens qui sont sur place, eh ben, d'arriver et puis de réussir. Et je sais que c'est faisable. Moi, ça fait déjà des années que je travaille à ma propre rémigration, mais je prends mon temps, mais je vois les difficultés. Rien que parce que c'est pas idyllique l'Afrique, hein, mais c'est magnifique aussi. Mais il y a d'autres difficultés, quoi. Et je pense qu'il y a un truc qui nous unit tous, c'est qu'on fait partie du peuple des esclaves, tous là, nous trois. Et la France et 90%, 99% de la France, nous faisons partie d'un groupe il y a un projet pour nous esclavagiser, mais là maintenant à un niveau qu'on n'avait jamais imaginé. C'est-à-dire vaccine-toi. Il est question, je crois, en Autriche, de confiner les non-vaccinés ou quelque chose. Mais c'est hallucinant. Est-ce qu'on a un endroit sur Terre où on peut vivre en dehors? Moi, c'est tout ce que je demande, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de vivre ensemble. Donc, juste, est-ce qu'on a un endroit? Est-ce qu'on peut organiser un couloir humanitaire jusqu'à une terre libre, une terre où on va pouvoir vivre sans leur vaccin, sans leur télé, sans leurs médias de merde, et où on va pouvoir se reconstruire, parce que ça sera difficile de gagner contre Zemmour et sa clique sans avoir de l'intérieur. Je pense que c'est quasiment impossible. Donc, tu vas nous ouvrir un havre de paix au Cameroun et on te rejoindra là-bas. Ouais, ben, je pense que tu sais, c'est notre terre, hein. C'est la nôtre. C'est notre terre. Elle nous est promise, cette terre. Elle est à nous. Et donc, il n'y a pas le peuple élu chez lui. Il va où il veut, mais pas chez moi. Moi, je suis chez moi, et quand je suis dans ma forêt, je suis bien. Et c'est vrai que mes ancêtres sont enterrés là. Il y a les Chinois qui arrivent parce qu'ils ont besoin de terre aujourd'hui. Et donc, c'est peut-être le moment, effectivement, d'une exode dans un endroit où il y a à manger, dans un endroit où voilà, on n'est pas obligé de se chauffer pour survivre, et où des hommes de bonne volonté se regroupent et puis se construisent un avenir pour nos enfants, parce que tu te rends compte de ce qu'ils sont en train de faire à nos enfants.
Moi, j'en ai C'est fait. absolument terrifiant. Il y a de plus en plus de gens qui veulent partir, alors qu'ils sont le nombre de personnes qui veulent quitter la France, c'est absolument inimaginable. Et souvent, évidemment, ils n'y arrivent pas parce que tout le monde a un emprunt ici, un truc là. Enfin, ils n'arrivent pas à sortir de toutes ces chaînes qui ont l'air invisibles comme ça quand on est sur place. Mais on se rend compte que partir, c'est pas si facile que ça. Et donc, la plupart des gens sont coincés. Mais avec ce qui se passe en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui sont prêts même à tout laisser derrière, à partir sans rien, Ouais. le cul à l'air, tellement ils n'en peuvent plus. Donc, effectivement, il se passe vraiment quelque chose. L'Afrique aussi, c'est une magnifique idée. Évidemment, l'Afrique, c'est pareil. Eux se font arnaquer parce qu'ils ont une monnaie qui est tenue par des enfoirés qui la manipulent. Bon. Mais sinon, je pense qu'en Afrique, il n'y a pas que les Africains qui remigrent en Afrique. Je pense que la plupart des Français voudraient les suivre parce qu'ils en ont marre. Mais c'est ça. Et en plus de ça, si tu veux, la France-Afrique, on en parle, c'est un sujet, il y a une sorte de volonté de repentance systématique quand on aborde ce sujet, alors que la France-Afrique, moi je suis un Français d'Afrique, je suis d'origine africaine. La France-Afrique, elle a un avenir. C'est pas le passé, la France-Afrique. La France-Afrique, c'est à nous. On est et à la fois français et à la fois africain pour certains, et certains qui ne sont même pas africains, ben, ils parlent le français. Et le français, là-bas, on parle le français partout. Et donc, c'est une terre où tout le monde peut parler, peut se balader, peut refaire une vie sans avoir à réapprendre une langue. C'est pas rien. Bien sûr. Et où en est le projet de Kadhafi de monnaie africaine? Ben, ce qui est super, c'est que ben, son fils se présente aux élections. Là, j'ai appris ça hier, Saïf, et que ben, moi, j'étais sous les bombes à Tripoli au moment où on bombardait la Libye et l'Afrique. Quand l'OTAN s'est mis à bombarder la Libye, ben, on était un groupe d'artistes, on était allé là-bas pour dire non, stop, c'est pas possible. Et ben, c'est pour ça que cette France-Afrique, elle arrive là, elle arrive au bon moment. Et je pense qu'un grand courant migratoire inversé, l'exode de la France libre vers l'Afrique, je vois de toute façon que l'Afrique, parce qu'autrement, on voit bien, il y a des frontières partout. Là, en Afrique, je peux vous dire que dans la forêt, il n'y a pas de frontières, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est la forêt qui est derrière chez moi, elle a la taille de l'Europe. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas combien il y a personne. Il y a tout à faire, en fait. Et donc là, ils ont vendu les quelques chefs d'État corrompus des surfaces colossales pour exploiter le bois, le fer, les minerais. Mais il suffit que des gens viennent et vivent. Qui va vous dire que c'est pas... Vous êtes né sur cette terre, c'est à vous. C'est un continent. C'est un continent. C'est le continent, c'est la terre originelle, selon certains. Peu importe. De toute façon, je m'en fous qu'elle soit première ou dernière. Je sais qu'elle est magnifique. Il y a des arbres magnifiques. On peut y vivre. Les gens vivent au ralenti là-bas, c'est vrai. Ceux qui sont sur place. Alors, il y a les villes qu'il faut éviter les villes parce que ils essayent de vivre, d'imposer. Ouais, c'est horrible. Les villes africaines, c'est catastrophique. Mais dès que vous êtes dans la forêt ou dans la brousse, c'est vraiment merveilleux. C'est idyllique. C'est le jardin d'Éden. C'est magnifique. Ok. Et alors, tu parles de présidentielle dans ton bouquin. On peut en savoir un peu plus? Oui, en fait, Zemmour parle à ma place. Donc, Zemmour se présente aux élections présidentielles. Zemmour à la plage. Zemmour. À un moment donné, je me suis dit, bon, lui, il ne veut pas me parler. Donc, moi, je vais lui dire, je vais lui répondre et je vais me présenter. Je sais bien que le jeu des 500 signatures, le jeu des financements, mais tout ça est fait pour éliminer tout le monde, tous ceux qui ne sont pas dans la matrice. Il est impossible de se présenter aux élections présidentielles sans faire partie du jeu. C'est rien que les 500 signatures. Le fait, même, je crois, c'est Marine Le Pen qui dit oui, on va les avoir, on ne sait pas. Bon, normalement, ils lui donnent puisqu'ils ont besoin d'elle pour faire élire Macron. Mais peut-être que Zemmour va la remplacer, on va voir. Alors là, ça serait extraordinaire. Et c'est pour ça que ce jeu est faux. Tout est faux du début à la fin. Tout. Donc, je me présente aux élections pour parler avec Zemmour et lui parler de mon programme. Mais moi, je me présente, je sais très bien, je suis pour les abstentionnistes. C'est l'attitude la plus responsable aujourd'hui.
de ne pas aller voter. Parce que ça les dérange quand même. 80% d'abstention, dans leur jeu, ça sonne faux, quoi. Oui, on dit maintenant voter, c'est une occupation d'esclaves, en fait, puisque C'est ça. effectivement, ils font tous partie du jeu. Donc, d'ailleurs, ce qui est incroyable, quand on regarde les programmes de Mélenchon, en 2017, hein, là, je ne vais pas regarder ceux-là, je ne sais même pas s'ils sont sortis, peu importe, mais en 2017, le programme de la France Insoumise et le programme du FN, c'était 100% la même chose. C'était une pure copie, mais 100%. Les propositions qui étaient faites, l'Europe, la monnaie, l'immigration, tout ça, le travail, pareil, absolument pareil. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a deux agents, le franc-maçon de haut grade Mélenchon et la sioniste Marine Le Pen, deux agents aussi infects l'un que l'autre d'ailleurs, qui, pour empêcher l'union de tous les non-alignés qui votent, alors selon un peu leur, voilà, bon, soit pour la gauche de la gauche, soit pour la droite de la droite, comme ils appellent ça, ce qui ne veut pas dire grand-chose, en tout cas qui votent contre le système des alignés, des Macron, du PS ou des Républicains, qui se disent quand même il faut aller vers ça. Bah, tout est fait pour que le total de ces voix ne se fasse jamais, parce que si on avait tous les électeurs de la France Insoumise et les électeurs du RN qui votaient pour une seule et même personne ou pour une seule et même idée, un seul et même parti, eh ben les autres l'ont quelque part. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a à la tête de ces partis politiques des gens qui sont là pour empêcher ils sont là pour empêcher que ce qu'ils prétendent défendre comme idée ne gagne. C'est aussi de la cabale et c'est pour ça qu'ils sont là grassement payés sur notre dos. C'est pour ça que ça sert à rien d'aller voter. Voilà. Ça veut dire que le soutien de Le Pen père pour Zemmour, ça serait une blague qu'il ferait à sa fille, non? Mais il y a deux choses, Jean-Marie, c'est que déjà, lui, bon, vu la manière dont Marie l'a traité, je veux dire, déjà, il y a ça. En plus, il a été le premier à lui dire que faire ce qu'elle a fait du FN, virer son propre père à qui elle doit tout, ensuite aller se mettre avec les plus ultra-sionistes. Il n'y a pas un seul homme politique, même pas Macron, qui a osé faire ce qu'elle a fait quand il y avait eu des attaques terribles sur la Palestine occupée. Avec des enfants qui s'étaient fait tuer sur les plages, des conservatoires qui ont été détruits, les hôpitaux, etc. Tout le monde avait condamné, Marine Le Pen les avait félicités. Hein, c'est-à-dire qu'elle avait dit tout à fait justifié. Bon, personne n'avait osé faire ça. Mais c'est-à-dire qu'elle est tellement stupide et feignante qu'elle s'est dit, bah, plus j'irai dans la collaboration avec ces gens-là, plus j'aurai une chance de réussir. On lui disait tous que non seulement c'était totalement indigne, mais qu'en plus c'était totalement stupide parce qu'elle a oublié une chose, elle peut bien leur faire des blowjobs du matin au soir, elle porte encore le nom de Le Pen. Donc elle ne sera jamais rien d'autre que leur torche-cul. Elle n'a pas compris ça. Donc personne n'est allé aussi loin que Marine Le Pen dans vraiment, elle voulait aller se prosterner chez Netanyahou. Enfin, elle a tout essayé, ils se sont servis d'elle, maintenant elle voit le résultat, elle est évidemment, ce qui est logique, dépassée sur sa droite et par quelqu'un évidemment de la communauté. Donc elle s'est déshonorée, elle a déshonoré tous les gens comme Bruno Gollnisch qu'elle a traité comme de la merde aussi, enfin bref, tous les gens qui avaient essayé de faire quelque chose. Elle s'est mise dans cette situation et maintenant, bah, il lui marche allègrement dessus. Voilà. Et Diodo, il n'y aurait pas, merci Stéphane, Diodo, il n'y aurait pas un moyen de réunir tous ces petits candidats, là, il y en a plein qui sont super, mais chacun avance dans son coin, là. J'ai essayé d'organiser ça, je n'ai eu qu'une réponse de Chalençon. Pour le reste, Clara Egger, tout ça, personne ne m'a répondu. De Chalençon, je sais pas comment dire, de Pierre-Jean Chalençon? Non. Non, non. Non, parce que celui encore là, attends, non, Christophe Chalençon. Ah bon, d'accord, pardon. Ouais, ben, en fait, moi, je suis comme Stéphane, je n'y crois absolument pas. Je me présente parce que pour moi, c'est un spectacle comique, c'est un divertissement et que ben, laissez faire les professionnels. Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas, il n'y a pas de démocratie. On ne peut pas rentrer dans le jeu si on n'a pas l'argent et si on n'est pas adoubé, on n'a pas cette honorabilité du système qui fait que ben, vous allez être dans les médias. Est-ce que vous avez vu? Je pense que l'élimination de Trump aux dernières élections présidentielles, c'était symptomatique. Je pense que là, ça a été aussi une étape. Hein, le soir des élections, où il annonce sa victoire, on lui coupe le micro. Bon, je trouve que là, on arrive dans une époque, on ne pouvait pas imaginer que qu'on en soit là. Et les GAFAM, le pouvoir, la prise de pouvoir de Bill Gates, aussi sur l'Organisation mondiale de la santé, mais
mais de tout son groupe là sur les médias, mais c'est extraordinaire. L'information, les fake news, c'est extraordinaire. C'est pour ça que les petits candidats, moi je suis pour que la périphérie s'organise, hein, qu'elle soit d'extrême gauche, d'extrême droite, la périphérie contre le centre. Voilà. Contre ce petit centre là, qui est là, bien tranquille, bien confort, et qui se joue évidemment des clivages. Ils sont Zemmour est brillant, il faut être honnête. Aujourd'hui, je vois pas un mec, une marionnette de la politique pouvoir lui répondre parce qu'il il est meilleur qu'eux. Mais par contre, voilà, ça s'arrête à lui. Il y a autre chose aussi qui est incroyable, c'est quand même ce gars-là, ça fait, parce que tout ça, c'est évidemment, c'est prévu de longue date. Hein. Je rappelle quand même que c'est Gilles William Goldnadel, qui est quand même un Taïwan avocat qui prépare ça depuis le début des années 2000, la prise de contrôle de la droite nationale pour qu'il ne reste plus rien de ce qu'avait pu faire Jean-Marie Le Pen, qui était encore un petit peu, oui, mais attendez, là, c'est pas des musulmans. Bon, voilà. Donc, et Zemmour, avec sa carte de journaliste, a pu faire sans avoir à comptabiliser son temps de parole par le CSA, parce qu'il a parlé comme journaliste pendant 15 ans sur tous les plateaux de télévision, chez Ruquier, absolument partout, faire sa propagande, qui est une propagande politique. Parce qu'un journaliste ne parle pas comme ça. Bon, et il parlait toujours comme ça, déjà il y a 12-13 ans chez Ruquier. Donc il a eu le temps de rentrer dans toutes les mentalités, vraiment, j'allais dire, de bien baiser le cerveau du goy. Et maintenant, il se présente. Mais tout ça, c'est juste la face visible. Tout ça était prévu depuis 20 ans. Ils ont commencé à prévoir ça le jour où Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au deuxième tour. Là, ils ont quand même si après, évidemment, vu la propagande qui a été faite, deuxième tour, ça a été vite réglé. Mais là, quand même, personne ne s'y attendait. Ceux qui disent le contraire mentent effrontément. Personne ne s'y attendait. Et là, quand même, que ce soit les francs-maçons, nos chers amis, bon, bref, ils en ont quand même mangé une et ils ont eu peur. Et là, il y a eu des gens, des identitaires juifs, des Goldnadel et autres qui se sont dit on ne peut pas prendre le risque, il faut absolument infiltrer, prendre le contrôle de la droite nationale ou de l'extrême droite pour qu'elle soit totalement à nous. Voilà. Et ça s'est fait sur 20 ans à peine. Et maintenant, on est, comme le dit Dieudo, à la dernière marche. Il n'y a plus rien derrière. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse, Dieudo, sur la monnaie? Je crois que c'est important. Hein, ouais, c'est clair que ce qui se passe, c'est qu'on est dépendant. On se lève chaque matin pour aller gagner nos euros, nos dollars, en fonction de là où on se trouve. Et ça, c'est par là qu'on est tenu, bien évidemment. Et la valeur de notre travail, c'est eux qui la déterminent. On l'a vu avec cette crise sanitaire, ils ont réinjecté des milliards d'euros. D'où viennent ces euros? Ces euros qui ont été prêtés à la France et la France devra rembourser avec des intérêts pour payer des médicaments qui eux-mêmes produisent. Mais c'est extraordinaire. Il suffit de voir comment se comporte la crypto aujourd'hui. Ceux qu'on misait au début de l'année en Ethereum, en Bitcoin même, ils ont fait des gains au niveau de l'épargne. C'est colossal. Il suffisait que la France au début de l'année, là, c'est le Salvador qui s'est qui a pris comme monnaie officielle le Bitcoin. Bon, personne n'en parle, mais c'est un pays qui est en train d'exploser. Ben, c'est logique, puisque la monnaie à laquelle, leur politique monétaire s'adosse maintenant sur une monnaie qui grimpe. Ceux les Libanais ou les Turcs, qui avaient mis leurs économies en Bitcoin il y a un an, ben, se retrouvent dans une situation incroyable où leur monnaie chute par rapport à un dollar qui monte, mais le Bitcoin est encore au-dessus de tout ça. Donc ça veut dire que aujourd'hui, il y a une crise de la croyance monétaire. Les gens ne croient plus dans la valeur de l'euro. Et c'est logique, puisque c'est une monnaie qui se multiplie à l'infini. Contrairement au Bitcoin, où il y a un nombre de jetons fixe et ça n'évoluera pas. Donc c'est une histoire d'offre et de demande et de croyance. Et là, on est lancé dans une dynamique là avec un Bitcoin peut-être tout le monde l'imagine à 100 000 dollars à la fin de l'année, c'est tout à fait envisageable. Et ça veut dire c'est la révolution. Alors des pays l'ont compris, hein, l'Iran, le Venezuela commencent à vendre leur pétrole en Bitcoin. Et c'est donc il y a aussi une guerre sur ce front, le front monétaire, le pouvoir des gens qui
qui nous asservissent aujourd'hui, ils le tiennent de leur argent, de la monnaie. C'est pour ça qu'on se lève le matin, pour aller chercher des euros qui fabriquent à l'infini. Vous vous rendez compte? Notre travail ne vaut rien. Zéro. Ça vaut que dalle. Et donc, nos économies, d'ailleurs, Christine Lagarde, présidente de la BCE, l'a dit, bon, ça va, parce qu'ils vont bientôt taper, évidemment, dans l'épargne des Français, qui représente la plus grosse galette. Donc, Christine Lagarde a dit, le plus important, c'est d'avoir du travail. L'épargne des Français, alors que l'épargne représente la sécurité, l'avenir, les études des enfants, les vacances, eh bien ça, ils vont le saisir. Justement, Christine Lagarde a gaffé. Elle a gaffé parce qu'en fait, elle veut pas que les gens parlent trop de crypto en ce moment ou investissent dans la crypto parce que dans leur calendrier, ça va venir après. Mais eux, ils veulent une seule crypto. Ils veulent une crypto d'Elon Musk ou de Bill Gates. Toutes ces vaccinations forcées, les quarantaines et tout ça ne feront qu'amener un moment où ils vont nous dire maintenant, pour sortir de chez toi, bah, tu te refais encore 3 doses de vaccin, puis tu auras un peu de crypto de Bill Gates ou d'Elon Musk. Ils veulent simplement ça, parce que c'est eux ensuite qui vont obliger les gens qui prennent pas au sérieux la crypto, qui vont les obliger à y aller, et dans un contexte où ils n'auront plus le choix, il y aura une crypto d'État, un truc encore, voilà, et les gens ne pourront plus bouger. C'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Moi, j'étais pas non plus un spécialiste, mais il faut entrer dedans, même déjà pour voir comment ça marche, parce que bientôt, ils nous laisseront pas le choix. Et voilà, et c'est tout. Mais Christine Lagarde le sait, mais elle avait gaffé en disant oui, de toute façon, tout le monde sera dans la crypto, mais le temps venu, elle avait sorti un truc. Mais là, par contre, ils veulent surtout pas en parler parce que, voilà, c'est pas encore le moment. Ah ben ouais, et puis surtout que leur rôle à eux, c'est gardien du temple de la monnaie. C'est quand même eux qui fabriquent cette monnaie. Donc, Christine Lagarde qui nous dirait on va se mettre dans la crypto, ça veut dire qu'elle n'a pas géré son rôle quoi, de garante, de reine de l'euro. Mais là, ça a été extraordinaire cette crise sanitaire parce que on a vu qu'ils voulaient même passer au-dessus des banques, parce que les banques, c'est vraiment des voyous. Christine Lagarde dit, la BCE va prêter même directement maintenant aux entreprises, parce que, sans passer par les banques, parce que les banques, ils prennent le fric et ils achètent des immeubles. Et donc, c'est pas possible, c'était pas le jeu. Mais ils n'ont même plus confiance, eux, dans leur institution et leur réseau, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, vous avez le monsieur économie de Bercy qui distribue des milliards. 10 milliards à Air France, 10 milliards. C'est extra. Juste avant de nous avoir dit que la retraite sera à 64 ans parce que c'est un peu dur. D'ailleurs, je crois que c'est passé au Sénat. Quelqu'un m'a dit que apparemment ce projet de retraite était revenu sur la table. Bon, mais moi qui suis un humoriste, je dirais qu'on est vraiment la réalité a dépassé la fiction. Là. Ah oui, là je crois que entre le plan de vaccination forcée, quand on a lu le livre c'est Emar, je crois, sur le Covid, sur Bill Gates, tout est prouvé, tout est sourcé. Le nombre de scientifiques ont été assassinés d'une balle dans la tête pour avoir montré des preuves. Le fait que le Covid a été préparé avant les vaccins, ça fait des années que Bill Gates et d'autres milliardaires s'étaient mis ensemble pour investir dans cette maladie qu'ils ont eux-mêmes créée. Mais tout ça est prouvé, il y a absolument tout. Il y a même il y avait eu entre John Fitzgerald Kennedy Jr., qui d'ailleurs est mort dans un accident d'hélicoptère peu après, il y avait eu un entretien de lui et de Bill Gates dans le magazine George, ça avait été oublié, ils l'ont ressorti dans le livre, assez incroyable. Et le fils Kennedy lui dit, mais attendez, vous êtes en train de me dire que parce que Bill Gates lui dit, moi, mon rôle, c'est le contrôle total et absolu de la population. Et ensuite, évidemment, il dit carrément, le mec, il sort, oui, il y a trop de gens, donc on est là pour ça. Et le fils Kennedy insiste un petit peu, et puis il a reparlé de ça après. Bon, il se trouve qu'il a eu un accident d'hélicoptère, je crois, ou d'avion privé après. Mais tout ça, tout est prouvé. Mais tout est prouvé. Il y a des rapports de police absolument partout sur les assassinats de masse envoyés par des tueurs payés par qui on peut imaginer pour tuer des scientifiques de renom sur ce qui est en train de se passer. Il y a tout. Dans le livre, il y a au moins 40 pages avec tout le nom des morts, les photos, les rapports de police. Attention, on est là quand même. Donc ça, voilà. Sortez pas de la Matrix, voilà. Non, c'est un vrai génocide qui attend les gens. C'est pas seulement la retraite à 64 ans ou à 70 ans. C'est que toute personne, il faut des esclaves en bonne santé. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a 30 ans maintenant, on pourra voir s'il a un risque éventuellement de tomber malade, je sais pas, un rein qui marche pas bien, on l'engagera pas. Et il faut que, à partir du moment où tu prends ta retraite, tu crèves.
Voilà, tu travailles et tu crèves. Les banques ne veulent plus payer les retraites et tout ça est fait pour savoir qui on va engager, qui doit mourir quand. Et ils sont en train de se prendre pour Dieu et c'est tout. D'ailleurs, c'était je me souviens plus son nom, un des banquiers de Rothschild qui disait mon rôle, je joue le rôle de Dieu. Voilà. Bon. Je vous encourage à écouter. J'ai eu la chance de faire des émissions avec un expert en cybercriminalité qui a bossé à la NSA, hein, Patrick Joland, qui est un monsieur épatant, qui nous dit qu'en fait, le Corona Circus est la première marche. Ils s'en foutent complètement. On sait très bien que c'est fabriqué, mais que ça va leur permettre de tous nous QR-coder, en fait. Et notre QR code va nous suivre, voilà, le transhumanisme. C'est évident, déjà, mais voilà. Par contre, moi, je pense quand même qu'il faut faire attention. Je pense que ces salopards, comme il y a quand même des résistances, il y en aura encore, risquent après de balancer un vrai virus. Un autre truc, d'ailleurs, Bill Gates a parlé il y a quelques jours, c'est assez inquiétant. Hein, c'est vraiment une menace. Il est en train de racheter tout partout. D'ailleurs, il vient même en Turquie, cet enfoiré, il rachète des terres ici, personne n'en veut, mais on n'arrive pas à l'en empêcher. Enfin, mais ils vont aller jusqu'au bout. Hein. Mais il a dit que... Ah oui, il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Si on ne les arrête pas, ils vont aller jusqu'au bout. Moi, je crains qu'il n'ait pas le choix. Hein. On a vu les ramifications. D'ailleurs, Bill Gates, Epstein et tout ça, ça, à mon avis, derrière, c'est certainement des gens qui sont allés très très loin dans la folie, dans leur folie. Et je vois pas comment ils pourraient revenir en arrière. C'est l'échafaud pour eux, hein, aux États-Unis, voilà. C'est ça. Donc ils savent que s'ils s'arrêtent, ils sont morts, quoi. Voilà. Leur pouvoir, leur monnaie, en fait, leur dollar, parce qu'il faut pas oublier que Bill Gates, ça n'est qu'un milliardaire en dollars. C'est-à-dire que vous retirez le dollar, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Hein. Là, aujourd'hui, il achète l'OMS, il achète tout le monde. Et c'est vrai que il faut reconnaître aussi que l'homme est particulièrement corruptible. C'est quelque chose de... Oui, aussi, oui. Quand tu vois tous nos députés... Alors, en Afrique, n'en parlons même pas. C'est hallucinant. Mais bon, l'avantage de l'Afrique, c'est qu'il y a des zones où les gens n'ont pas d'argent. Les gens ne sont même pas... ils sont dans aucun registre. Moi, j'ai dans mon village des gens, des enfants qui ne sont pas inscrits. Et ça, il y a une sorte de liberté tout d'un coup qu'on touche. Souveraineté. Ah ouais, waouh. C'est l'inverse, quoi. C'était, ah ouais, d'accord, on n'est même pas encore arrivé ils sont même pas dans l'administration. Et ça, c'est formidable. Ça me donne à chaque fois beaucoup d'espoir que de voir cette liberté qui existe quand même encore. Moi, tu sais, j'ai toujours, intérieurement, là, je vous parle d'un truc un peu perso, mais j'ai toujours su que l'Afrique allait jouer un rôle important dans ma vie. Ça résonne bien avec ce que tu me dis. Voilà. La France libre en Afrique, tu peux compter sur moi. Ouais. Non, mais je pense que c'est notre projet à tous. Hein, et en plus de ça, c'est pas. Moi, je le vis. J'aime ce décor de jungle, j'adore ça. Et puis en plus, il y a un bord de mer, c'est magnifique. Mais c'est à nous tous, en réalité. C'est, je pense, le dernier endroit qui nous appartient vraiment. Enfin, il nous appartient. C'est ce que je te dis. La terre nous appartient. Enfin, c'est notre terre. Enfin, c'est la terre de nos enfants. Et puis même cette notion de propriété, il va falloir tout revisiter, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il y a un endroit où on peut être libre, bon, moi j'avais la Seine, c'est ça qui m'a permis de vivre. C'est un espace de liberté incroyable, la Seine. Et puis, et après la Seine, ben, c'est la vraie liberté, c'est-à-dire la forêt amazonienne et africaine. Et là, je peux pas vous dire, tu fais 3 mètres et tu découvres un autre monde avec des plantes, des animaux que tu n'as jamais vus, des trucs. La nature est d'une générosité. Non, je pense qu'il y a une suite logique de cet exode. Faut pas oublier aussi que pendant la dernière guerre mondiale, le général Leclerc était là-bas et ils ont organisé, on va dire, l'armée, cette France libre là, qui est remontée d'Afrique, qui a traversé l'Afrique pour aller jusqu'à Paris. Il y a une histoire, en tout cas, entre la France et l'Afrique. Et tous les Français, vous avez un lien. Vous avez déjà, c'est la langue. Avec le peuple, vous allez pouvoir parler. Et puis c'est un endroit où après, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. On est dans la nature, quoi.
Et, au moins, on repart à zéro, quoi. Moi, je pense qu'il y a vraiment, le moment est venu de repartir à zéro. Tout à fait. Est-ce que vous avez encore un tout petit... Notre grand reset à nous, alors. Ouais, c'est ça. Bah ouais, et puis il se fera pas, c'est nous qui allons le faire, c'est pas d'autres. C'est ça. C'est sûr. Est-ce que vous avez encore un petit peu de temps? J'aimerais juste qu'on parle un peu de spiritualité, si vous voulez bien, et puis on parlera aussi de votre collaboration musicale, parce que ça me rend très curieux. Au niveau spirituel, vous pensez qu'on est aidé, qu'il se passe des choses là-haut? Ouais, moi, je ne me suis jamais caché d'avoir un lien fort avec le Christ. Enfin, un lien. Je sens sa liberté. Il est parti sur les chemins et puis il parlait aux gens. Alors, quand je me retrouve, moi, dans mes chants en France, en faisant mes spectacles, je retrouve cette liberté. Et puis surtout, je sais pas, je pense que chacun a son histoire, chacun a son parcours. Moi, je lis cette spiritualité à ce modèle de Jésus. Mais je suis très ouvert aussi et j'aime entendre la pensée, les pensées du bouddhisme, par exemple. Enfin, tous ceux qui pensent, enfin, même dans l'islam, tous ceux qui sont intéressés par une transcendance et tous les maîtres, ouais. Enfin, ouais, et puis les gens qui nous éveillent, en fait, Jésus, c'est ce don de soi, ce pardon, ça m'a toujours étonné. Et je trouve dans son pardon une réponse à tout un tas de problèmes de la société, quoi. Parce que le pardon vous libère, en fait, vous soulage. Moi, c'est en tout cas comme ça que je le vis. Et puis après, par contre, mon Jésus n'a rien à voir avec l'Église catholique. Fabriqué par les pharisiens. C'est ça, n'a absolument rien à voir avec ça. C'était un homme libre qui est né dans une tradition abjecte et qui s'en est libéré et qui a libéré le monde et que je sens extrêmement moderne dans l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Bon, moi, c'est la spiritualité de toute façon. Et puis après, il y a l'art aussi qui est une forme aussi d'expression qui s'en rapproche, je crois. La créativité, ouais. La créativité. La nature aussi qui est extraordinaire. Hein. De temps en temps, c'est bien de faire une pause et d'aller voir comment pousse la nature, des plantes et tout ça. C'est extraordinaire parce que là, tout d'un coup, on a une leçon, une belle leçon et ça nous remet bien en place de voir les bourgeons au printemps. Mais même là, en ce moment, c'est l'automne. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Hein. Les couleurs qu'on peut observer. Il y a évidemment pour moi de la divinité dans ce que j'observe, quoi, dans la nature. Et puis, merci, ouais. Merci Diodo. Stéphane, un petit mot? Oui, bah écoute, moi c'est pareil qu'on soit chrétien, qu'on soit dans l'islam, qu'on soit dans le bouddhisme, qu'on soit dans autre chose. C'est effectivement, moi j'ai du mal avec ce qu'on appelle les laïcs. C'est pas que je sois j'aille dans les lieux sacrés toutes les 5 minutes, mais effectivement j'ai un problème avec les nihilistes, enfin avec les gens qui oh non il y a rien, etc. Parce que même s'ils avaient raison, ce que je ne sens pas ni comme artiste ni comme homme, ça pose quand même un problème puisque ça crée effectivement une résignation et puis une espèce d'aveuglement par rapport aux beautés du monde, quoi. Donc effectivement il y a ça. Ce qui me gêne, par contre, je pense que aujourd'hui, il y a véritablement eu, ça, je crois vraiment à ça. Je crois que des légions entières de démons ont été vraiment, ça, on voit ça dans les Écritures, ont été lâchés sur cette terre et que la télévision en est un des vecteurs principaux. Certaines formes d'art détournées avec des messages subliminaux, enfin. Et puis tout ce qui permet, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des technologies. Je rappelle quand même, il y a déjà 70 ans, les services secrets américains, russes et sans doute d'autres se servaient pour manipuler les cerveaux, se servaient d'images subliminales. On pouvait, quelqu'un qui regardait un film ou qui allait au cinéma, pouvait avoir tout d'un coup envie de boire 4 coca de suite parce que on montrait des images d'un désert et puis d'une boisson fraîche, mais des images qui passaient très rapidement et que donc l'œil ne voyait pas, enfin n'était pas conscient de voir. Bon, ça c'était il y a plus de 60 ans. Hein.
Alors, imaginez-vous aujourd'hui où on peut en être avec les technologies modernes. Donc, on est vraiment voilà, c'est pour ça qu'ils font tous ce truc-là. Là, on est vraiment dans l'œil c'est l'œil de Microsoft, c'est l'œil de Bill Gates, c'est l'œil du mensonge, du mal. Et je pense que la libération, ça commence par se déconnecter de toutes ces merdes-là, de fermer sa putain de télévision, déjà pour commencer, pour se protéger. Puis après, petit à petit, on se rend compte qu'on voit le monde autrement. Et malheureusement, j'ai plein de gens, je leur dis, ils me disent, non, mais t'en fais pas, je sais bien, mais moi, je rentre chez moi, je mets BFM comme ça, mais je me marre. Je dis, non, tu crois que tu te marres, parce que oui, tu vois un peu qu'on se fout de ta gueule, d'accord. Mais tu es en train de te faire empoisonner quand même et tu comprends pas pourquoi. Parce que c'est pas simplement les mots. Dans les génériques, dans les couleurs, dans les images subliminales, dans toute cette technologie, il y a quelque chose de très dangereux. Il faut fermer cette merde maintenant. Voilà. Ben oui, parce que quand on regarde ça, mais même quand on va sur YouTube de certains lanceurs d'alerte qui nous font peur, qui nous balancent des trucs horribles, etc., on nourrit le côté sombre. Et moi, je reviens sur Jésus et sur le pardon d'ailleurs, parce que si on réussit à pardonner, on se nettoie de ces inimités, de cette colère qui nous bouffe en fait. Ça veut dire qu'on est avec le système si on rentre dans la colère. Alors que si on écoute ce qu'a dit Jésus, c'est-à-dire Dieu est en vous, Dieu est en nous tous, il suffit qu'on le révèle et qu'on l'écoute. D'où le fait aussi de se souvenir du petit Dieudo, du petit Stéphane qu'on était, du petit Jean-Christophe que j'étais. Ouais. Parce que c'est là où l'intuition, quand on est gamin, on a l'intuition, on n'a pas encore la compréhension, donc l'intelligence, on a l'intuition, on a l'instinct. Et je crois que le message du Christ, c'est ça, c'est réécouter à nouveau votre instinct, nom de Dieu. Oui. Amen. Non, mais c'est vrai, hein, c'est tout simple en fait. Ouais, c'est ça, et je pense que c'est vraiment ce que tu dis, quelque chose qui est de notre époque. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Non. Sinon, on va se perdre définitivement. Et là, ils nous tiennent. C'est vrai qu'on est aussi. Il faut reconnaître qu'on est particulièrement corruptible. Et c'est vrai qu'ils nous tiennent par nos faiblesses. Et c'est vrai attention, ils les exploitent, hein, ils nous mettent, ils savent y faire quand même. Ce sont des grands scientifiques de nos soumissions, de nos faiblesses et tout ça. Et là, avec le vaccin, c'est extraordinaire. Ils ont poussé le bout jusqu'au bout pour voir jusqu'où on était malléable. C'est vrai qu'on est à un niveau. D'ailleurs, on voit là même des gens qui résistaient, des couples avec des enfants qui n'ont ça jamais je laisserai piquer mon gosse, etc. Et puis les couples implosent, personne n'en peut plus, on peut plus aller déposer les gosses à la crèche parce qu'il faut être vacciné, ils peuvent plus aller au cinéma, ça finit par imploser. Et à la fin, ils disent bon bah allez, on y va. Et c'est ça le plus effrayant. Des gens qui étaient absolument contre et qui juraient qu'ils ne laisseraient jamais piquer leurs enfants. Ils ont laissé passer le temps, ils ont rendu la situation impossible jusqu'au moment où les gens acceptent. De la même manière, il y a encore des pays où on dit non, mais on va jamais vous obliger à vous faire vacciner. Bon, alors, vous irez faire un test pour aller au cinéma ou pour rentrer je sais pas où. Ensuite, les tests ne sont plus gratuits, ils sont payants. Ils disent les gens vont payer une fois, deux fois, puis ils pourront plus. Enfin, c'est un chantage absolu dont il faut sortir. Et pour ça, il faut que les gens soient unis. Il y a un endroit en France, dans les dom-toms, où ça ne fonctionne pas du tout. Alors, ils en ont parlé, en Guadeloupe et en Martinique. Parce que c'est une partie de la population, donc une bonne partie est descendante d'esclaves. Et là, c'est impossible. C'est impossible, leur histoire de vaccination. Parce que là-bas, le souvenir de l'esclavagisme est extrêmement présent. Et donc que des béquets ayottes, les familles les plus riches, parce qu'ils ont en plus choisi une fille ayotte pour représenter le conseil scientifique local. Non, là, les gens ne veulent pas. Le vaccin, piquez-vous, laissez-nous tranquilles. Et là-bas, c'est très, très compliqué parce que ça prend une dimension politique, historique, sociale, et surtout, voilà, on est descendant d'esclaves, c'est fini. Maintenant, vous faites ce que vous avez à faire, vous ne touchez plus notre corps. Et c'est très, très intéressant parce que ils en parlent, ils disent qu'il y a des problèmes, je ne sais pas si vous avez vu,
ouais, ils disent que dans quelle mesure ils vont pas envoyer d'ailleurs des vrais virus super forts, je sais pas. Bah voilà, c'est ça que je crains, moi. Ouais. Mais on C'est va vrai que voir. tu parles des béquets aussi dans ton bouquin, c'est intéressant. Ouais, les béquets, c'est vraiment passionnant parce que ils ont traversé toutes les époques, toutes les républiques, toutes les révolutions. Ils sont encore là. Vous savez, quand on a aboli l'esclavage, l'État français, tous les Français, on leur a donné de l'argent. On leur a donné de l'argent pour négocier le manque à gagner et ils sont restés propriétaires des terres. Et imaginez, faites un parallèle avec la dernière guerre mondiale ou je ne sais quoi. Ah ouais, c'est C'est hallucinant. hallucinant. Non, C'est mais le même comme système. quoi, Ouais. le droit de l'homme, c'est pas vrai. C'est crime contre l'humanité, ça c'est né il y a 70 ans. Et, en fait, c'est l'humanité. Vous voyez très bien que j'en fais pas partie, vous non plus d'ailleurs, cette humanité-là. Et donc, Ok. c'est pour ça que c'est important que cette humanité-là, nous, en fait, on prenne conscience que, bon, voilà, on est des animaux, quoi. On est considérés comme tels. Bon, alors il paraît que les deux animaux que j'ai en face de moi ont collaboré musicalement Ouais, et ça c'est important, la créativité, parce que ça ils pourront jamais nous le voler, hein. Voilà. c'est vrai. Donc si vous voulez bien qu'on finisse un peu là-dessus, je ne veux pas vous prendre tout votre temps. Je trouve que cette émission était magnifique, hein, tout ce qui a été dit. Donc est-ce que Ben, vous merci. pouvez nous parler un peu Ah de ben ce qui là, s'est... ouais, je pense qu'on est sur le terrain, notre terrain de prédilection, en fait, c'est la création et on appelle ça l'art, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, mais là, ce qui en est sorti, c'est quelque chose de très extraordinaire parce que je l'avais pas entendu. Moi, j'avais pas entendu ça encore. Ah, Euh, c'est génial. Franchement, ouais, enfin, je sais qu'il ne faut pas dire ça de son propre travail, mais si, quand même, pourquoi pas. ouais, ouais, C'est vraiment un ovni, ça n'a jamais été fait. ouais, C'est génial. Il y a vraiment, il y a l'âme, il y a tout. Il y a, voilà. Puis il y a des choses très, très différentes. Il y a des choses très comiques, des choses politiques, ouais. des choses poétiques. Il y a tout, toute la vie est là-dedans. Effectivement, jamais un comédien et un pianiste ont fait ça. Il y a eu déjà comédiens et des pianistes qui sont mis ensemble. Moi, j'avais fait il y a 20 ans avec Daniel Prévost des trucs, mais Magnifique. c'était sur Eric Satie, voilà, c'est très chouette, mais ça n'a rien à voir. Là, on est en plein dans l'actualité, dans la vie, dans tout. Il y a tout là-dessus, et les textes de Dieudo sont géniaux. Moi, j'ai trouvé des musiques qui collent avec ça. On a fait un truc dont je suis vraiment, vraiment fier. Ouais, c'est vraiment extraordinaire parce que réinventer, trouver un genre, c'est ce qui a, ça s'est fait naturellement en fait. Vous allez Oui, voir, c'est vraiment un truc, un ovni, mais de ce qui tient compte aussi de parcours, nos vies à nous, d'exclus, c'est-à-dire qu'on a été quand même, on se retrouve on s'est retrouvé quasiment fouetté, lynché en place publique, et on se retrouve dans un petit endroit, et on se dit tiens, on va faire puis il s'est mis au piano, puis il dit tiens, on va faire une chanson, et c'est drôle parce que elle est complètement hors du système, évidemment, puisque aucune maison de disques, aucun personne, aucun média n'en parlera. Mais c'est vrai que je crois que c'est la force de ce projet qu'on avait fait, c'est que voilà, on montre aux nouvelles générations que quoi qu'il arrive, on peut créer, quoi qu'il arrive, on peut rêver, quoi qu'il arrive, voilà, on a encore notre imaginaire, voilà. Et ça, c'est le plus Ouais, important. voilà, ouais, pas mieux. super. Ben, vous me ferez signe quand ça sera Là, prêt. c'est prêt, tout est prêt. Là, on Ah ouais? attend ouais, ouais, c'est vraiment c'est juste une histoire de mise en place, mais techniquement, le truc est fini, donc c'est pour bientôt. Ok, donc le Istanbul, là, C'est Stéphane, ça. que tu m'as envoyé, ça fait partie de l'album ou pas? L'extrait, oui, c'était entré. Je t'ai envoyé, je crois, que tu voulais Ah un ouais. extrait de l'album, voilà. C'était pour Mais sortir quand on va se dire au revoir. En fait, je lancerai votre morceau, si vous Ah êtes ouais. voilà. d'accord. Ah bah super. Mais Est-ce merci en que... tout cas. Moi, Merci Dieudo, merci Stéphane. Un Merci petit pour mot de l'invitation. conclusion, peut-être, ouais, ben, positif, si possible. ce livre-là, c'était pour moi, on va dire, une réponse parce que voilà, on n'a pas la possibilité de parler, on nous a coupé tous les micros, tous les espaces. Et donc, le livre, c'est le premier, je savais pas ce que ça allait donner, ça m'a plu. Et j'ai bien envie. Là, je commence à travailler sur un livre sur ce qui a été mon parcours, moi, artistique. C'est l'humour, la dérision.
Alors, je vais certainement écrire parce que je pense que savoir rire, savoir s'amuser, savoir rire des choses, c'est important. Euh, en tout cas, moi, j'ai eu ce bâton de pèlerin de la farce et du bon mot. Et je sens qu'on manque de dérision parfois. Et c'est quand on est trop sérieux qu'on se fait mal, quoi. Quand j'avais 20 ans, j'avais écrit cette phrase, l'humour est une piqûre soulageant la peine. Ouais. Mais je trouve Ben que ouais. ça te va bien, en fait, parce que tu Ouais. dois certainement avoir de la peine aussi, toi, comme tout le monde. Ouais. Mais à chaque fois que j'en ai eu, j'ai fait ce sketch, par exemple, sur le cancer au moment où des gens de mon entourage étaient touchés. Et ben, c'était vraiment un exutoire aussi. Et j'ai des gens qui sont venus me voir ensuite pour me dire, ah, écoute, moi, j'ai mon père qui a été touché, il regardait ton sketch, qu'est-ce qu'il a rigolé, je tenais à te le dire et tout ça. Je Magnifique. crois que, ouais, on a une force, en fait, et la dérision nous amène vers cette grâce. C'est le recul sur soi, le recul sur notre propre, nos petits bobos, quoi. Et c'est important. Superbe. Stéphane? Eh ben oui, tout à fait ce qu'il vient de dire. Et moi, évidemment, davantage avec la musique qu'avec les mots. Mais c'est pareil, je crois qu'on a besoin de toutes ces vibrations-là. C'est les seules choses qui peuvent non seulement nous maintenir en vie, mais nous maintenir heureux de l'intérieur. Il ne faut pas que les gens se coupent de ces choses-là. Tout le monde a besoin de musique, de poésie, d'humour et de choses vraies, de choses même artisanales, j'allais dire, qui viennent du cœur, pas des machins travaillés en studio avec où on sent plus d'âme, on sent plus rien. Et voilà, il faut s'accrocher à ça, s'accrocher à la beauté, à l'humour, à l'art, à toutes ces choses qui peuvent nous sauver et ne pas passer 20 heures sur 24 sur Instagram ou je sais pas quoi, parce que c'est vrai que c'est inquiétant quand on voit des jeunes enfants qui sont déjà à moitié dingues. Il y a vraiment des pathologies qui naissent de ça à force de se couper des forces vitales saines, en fait. La Donc, sous-culture fabrique des sous-hommes, hein, c'est clair. bon, le livre et notre album sera sans doute pas remboursé par la sécurité sociale, mais en tout cas, c'est meilleur pour la santé que leur saloperie de vaccin. Super. Stéphane, si tu peux récupérer un mail, j'aimerais bien vous envoyer. Je ne sais pas si je te les avais envoyé mes chansons. Je me Non, souviens mais pas. je t'enverrai un mail, bien sûr. Puis Je t'enverrai mon mail. Enfin, le tien, je l'ai, je pense, ou je t'enverrai un lien, mais Dieudo, j'aimerais lui envoyer mes chansons aussi. Tu verras, c'est des Ah jolies ouais. petites chansons. Et Eh en ben, tant que chanteur, Dieudo, enfin, tu le sais, mais tu as vraiment la voix africaine, quoi. Je pense il faut que tu ailles taper sur les tam-tams et que tu ailles faire Aïe, Tayama. ouais. Tu passes. J'y vais là, j'y vais. Je vais au Cameroun et ça fait partie des exercices. Ouais. Je vais arrêter le spectacle pendant un certain temps là et c'était prévu et donc je vais commencer il y a l'écriture et puis la musique effectivement. Il y a ma chienne qui veut vous dire bonjour. Viens, Malola. Ah, Regarde Ah, là. Oh, elle s'est elle est cachée. gentille. Viens là. Bon, bah merci les potos, hein. Ben, merci, à bientôt. merci à Donc, toi. écoutez, je vais lancer Istanbul et bah, à votre service si vous avez besoin. Radio Réveil, c'est fait pour ça, c'est pour donner la parole à tout le monde. Bravo. Merci, Ciao. camarade. À Salut. bientôt. Salut les gars. Istanbul, Dieudo, Stéphane. Bienvenue dans mon esprit. Oh, mettez-vous à l'aise, je vous en prie. Posez vos bagages existentiels, vos doutes, vos peurs, vos souffrances, toutes ces choses qui vous pèsent. Vous êtes ici en apesanteur, dans la forêt de mes rêves d'enfant. Les forces de l'attraction terrestre, elles ont disparu. Elles sont restées de l'autre côté, aux portes de cette musique. Ici, le corps céleste de toute attraction, c'est la beauté. Vous l'entendez ? C'est autour de son noyau que nous gravitons à présent. Oh, écoutez comme c'est beau.
c'en est presque envoûtant. Au fait, saviez-vous qu'il existait un son dans l'univers? Que chacune des notes que vous entendez gravite autour, comme une nuée de papillons dansant dans la lumière. Ensemble, elles se donnent un sens. Et de ces gesticulations que l'on a cru un temps désordonnées, naît une mélodie, un miracle de vie, d'instinct, de raffinement, de fragilité, de force. Écoutez. Ici, rien n'est logique, rien n'a d'intérêt. C'est l'attraction de la beauté qui seule commande aux événements. Écoutez, écoutez ce festival de sérénité, de paix et de bon sens. Je trouve là mes mots si maladroits pour exprimer toute la profondeur des émotions que je ressens. De ces émotions qui s'offrent à nous, regardez, comme des fleurs de printemps, comme des gouttes de pluie à la surface de l'étang. Grenouille sur son nénuphar de papier blanc, mes mots arriveront-ils à traduire le coassement? En tout cas, dans ce concert de vérité, rien ne me paraît plus juste, plus à sa place que le chant des grenouilles. Mais allez, je me mouille. Pour l'amour du beau geste, je me lance. Koa, Koa. Ça fait du bien. Allez-y, faites comme moi. Libérez vos esprits du fardeau de ce monde. Trouvez-vous un nénuphar. Venez à mes côtés et laissez-vous bercer jusqu'à la dernière note de cette parenthèse de vérité.